Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de souveraineté numérique aux côtés de Sopra Steria. Derrière ce thème un peu abstrait, il y a des enjeux très concrets. Protéger nos données, maîtriser nos technologies et surtout rester indépendant dans un monde numérique ultra compétitif. Je vous en dis pas plus et je vous laisse tout de suite profiter de la suite de la vidéo. Maintenant de parler sécurisation des zones sensibles face à la menace drone. Et pour ce faire, j'ai deux intervenants à mes côtés. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Moi, c'est Alexandre, le directeur du département résilience et sûreté chez Sopra Steria. Et j'ai vocation à porter l'offre du groupe afférente à la protection des sites sensibles. Moi, je suis Julien. Je m'occupe de construire les offres pour tous les systèmes de lutte anti-drone militaires et civils. Pourquoi aujourd'hui la menace drone est-elle de plus en plus prise au sérieux et même d'ailleurs au-delà du domaine militaire? Sopra Steria prend en charge l'ensemble de la protection des sites sensibles et clairement la menace actuelle qui évolue réellement rapidement et sur laquelle il faut toujours être sur le devant de la scène, c'est bien la lutte anti-drone et c'est pour ça qu'on a une offre dédiée portée par Julien et qui a vocation à être fer de lance sur cette capacité à protéger les sites sensibles. Effectivement, en fait, les équipes de Sopra Steria et CS Group, on a mis en place un système de protection de lutte anti-drone qui a notamment surveillé les JO, tous les événements importants de ces dernières années. On a permis d'intercepter une centaine de drones pendant ces événements-là pour sécuriser les publics sur ces sites. Alors justement, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça marche? Alors en fait, il y a trois principes. Le premier, c'est la détection. L'objectif, c'est de détecter est-ce qu'il y a un drone qui est dans la zone. Donc on va avoir de la détection, de l'identification. On va essayer de savoir est-ce que c'est un drone qui est connu, est-ce que c'est un ami, est-ce que c'est un ennemi potentiel. Et le troisième axe, ça va être la neutralisation. Quelles sont les technologies qui se cachent derrière? Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça fonctionne? Alors on peut regrouper la détection et l'identification. La détection, le système principal, ça va être un radar qui va être capable de détecter est-ce qu'il y a un drone dans une zone de quelques milliers de mètres, on va dire, autour de la zone qu'on surveille. Ensuite, on va avoir des capacités qui sont de l'ordre de l'ARF, des radiofréquences, qui vont être capables d'analyser les éventuels échanges entre la télécommande du télépilote et le drone. Et ensuite, on va pouvoir faire de l'identification avec de l'optronique. L'optronique sont des caméras très précises qui peuvent détecter un drone d'une trentaine de centimètres à plus de 1000 mètres. Est-ce qu'à un moment donné, vous exploitez l'IA justement dans ce système de lutte contre les drones? Alors oui, effectivement, on utilise l'IA dans la partie vidéo. En traitement d'image, on va avoir des outils qui vont permettre dans ce qu'on appelle dans un environnement texturé, c'est-à-dire des fonds qui vont être potentiellement des arbres, des immeubles, du désert ou de la montagne. Un drone, ça reste un ensemble de points assez diffus et en fait, on a des outils qui nous permettent d'aller chercher cette information-là dans une image un peu compliquée et de faire ressortir avec un petit carré, une petite identification, le drone au sein d'une image qui serait difficile à identifier pour un humain. Est-ce que vous remarquez avec le temps que la demande augmente, que cette menace justement anti-drone devient de plus en plus importante? Ce qui est clairement intéressant sur ce sujet-là, c'est que la démocratisation de l'outil drone a multiplié finalement l'impact de la menace. Il y a encore quelques années, c'était un sujet plutôt à la marge. Là, on voit que même sur les grands enjeux civils, comme la protection des prisons par exemple, on se retrouve avec une menace drone qui est prégnante et sur laquelle il faut être en capacité d'apporter aussi une réponse opérationnelle forte. Oui, et puis aussi ce qu'on constate, c'est que le contexte militaire aussi géopolitique actuel fait qu'en Ukraine, on a tous les exemples qu'on a pu avoir les semaines précédentes avec des drones de différentes tailles, parce que les drones, ça va couvrir tout ce qui est en dessous de l'avion, donc il y a du très gros drone au tout petit, et il y a des nouveaux cas d'utilisation qui sont créés parce que les gens sont créatifs, ils sont en situation de guerre. Ça nous force aussi à nous adapter dans nos capacités de contre-mesure à des choses qui sont très nouvelles. Et le challenge est intéressant de savoir comment on va être capable d'intervenir face à ces menaces-là et quelle sera l'étape d'après. Les solutions que vous proposez, elles s'adressent et elles peuvent concerner des drones, des petits drones DJI, comme nous d'ailleurs on pourrait utiliser peut-être dans l'audiovisuel, mais aussi des gros drones militaires. Le très gros drone, on est plutôt sur la défense antiaérienne. C'est la défense antiaérienne qui va couvrir ce volet-là. Ensuite, sur les drones qui sont de la classe, ce qu'on appelle les classes 1, donc le DJI, voire ce qui est un peu au-dessus, mais ce qu'on appelle les FPV communément. Là, effectivement, on est vraiment dans des solutions où on va pouvoir intervenir et protéger des sites. En fait, une des clés de notre activité, c'est de fournir aussi de l'interconnectivité entre les systèmes militaires de défense et des capacités de surveillance beaucoup plus locales, pour qu'il y ait justement une passation d'informations entre ces deux univers qui ont vocation à communiquer. Alexandre, tout à l'heure en off, vous me disiez que pour la protection des zones sensibles, ça allait bien au-delà des drones. Oui, il y a de plus en plus de menaces. Il va y avoir des menaces internes sur les sites critiques où chacun, typiquement les grands avionneurs européens, se doivent de pouvoir faire face aussi bien aux menaces internes, doivent pouvoir être en capacité de limiter les intrusions sur zone et pour protéger leur propriété intellectuelle. Donc il y a énormément de facettes à venir travailler dès la conception des systèmes de sûreté
portée pour avoir une réponse qui soit efficace et des actifs critiques qui soient réellement protégés. Donc je suppose que vous proposez également d'autres solutions en dehors de la lutte anti-drone chez Sopra Steria pour lutter justement contre la menace sur des zones et des sites sensibles. Oui, on a quelques assets, notamment d'hyperviseur qui va permettre de venir valoriser l'ensemble des données des capteurs et des effecteurs sur un site. Donc tout ce qui va être caméra de vidéosurveillance, détection d'intrusion, alarme, biométrie, tout ça va pouvoir remonter sur un seul point et valoriser la donnée auprès des opérateurs pour avoir des temps de réponse les plus serrés possibles et une capacité de décision qui soit augmentée. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la différence entre un système passif qui sert de détection et un système actif qui lui intervient? Au niveau des fonctions de détection, on peut avoir différents types de capteurs. On va avoir des capteurs actifs et passifs. Par exemple, un radar, c'est un système qui par essence est actif. Il envoie une onde qui va rebondir sur la cible et en revenant, on va analyser cette information-là pour savoir qu'est-ce qui revient pour déterminer s'il y a quelque chose ou pas. Donc ça, c'est le principe du radar et c'est très souvent actif. Tout à l'heure, j'ai évoqué les solutions de radiofréquence qui vont analyser les communications entre la télécommande et le drone. Et en fait, ça, c'est un système qui est passif, qui va simplement se mettre en écoute et qui va essayer d'attraper la communication et qui va essayer autant que possible de la déchiffrer et d'analyser le contenu. Donc passif, on va être complètement indétectable et on va recevoir de l'information. Actif, on va envoyer un élément pour recevoir une information en retour. Est-ce que tu peux nous parler de l'interopérabilité dans vos systèmes? C'est un élément clé pour nous en fait. On développe des solutions qui doivent être le plus ouvertes possible et qui répondent le plus aux enjeux de nos clients, que ce soit des clients civils ou des clients militaires. L'interopérabilité pour nous, notamment dans la partie lutte anti-drone, à deux niveaux. Un premier niveau, elle est sur les capteurs, les senseurs. On doit être capable de s'interfacer avec le plus de systèmes possible. Donc ça, c'est une des premières démarches. Ensuite, on a une notion d'interopérabilité qui est liée à notre métier aussi dans le domaine de la défense, qui va permettre de nous connecter à des systèmes de défense aérienne qui sont beaucoup plus gros par essence et qui ont des façons de travailler qui sont très militaires et sur lesquelles on a une forte expertise. Et donc, on propose à nos clients à la fois cette capacité à se connecter à différents capteurs, différents senseurs, mais aussi d'un point de vue plus macroscopique à des systèmes complexes et importants. Merci beaucoup en tout cas à tous les deux pour toutes ces explications. Là, c'était passionnant. Merci beaucoup. Merci à toi pour plaisir. Bon, Elodie, je vais te présenter notre console C2. C2, c'est pour Command and Control. On a notre système qui s'appelle Boread. Boread qui est un CUAS, qui veut dire Counter Unmanned Aerial System. Ça veut dire système de lutte anti-drone, qu'on appelle souvent la LAD en français. Donc ici, on a la vue de notre système tactique qui a été déployé pendant les JO dont je t'ai parlé, qui est utilisé aussi par les militaires. Donc ça, c'est vraiment un système portable qu'on utilise et qui va contrôler tous nos senseurs et tous nos équipements qu'on t'a présentés. Ici, tu vois, il y a une piste d'un drone qui a été détecté par le radar. On a le système RF qui va analyser et détecter la communication entre la télécommande et le drone. D'accord. Ce qui nous permet en fait de détecter, d'afficher ici un drone sur une carte et d'afficher aussi la position du pilote. Dans cette configuration-là, on a l'opérateur qui peut décider de piloter la caméra qu'on retrouve ici sur ce second écran. On peut voir ici qu'on a deux vues caméra. Une vue en infrarouge et une vue en lumière du jour. Et en fait, la capacité de notre système, ça va être de viser directement par rapport à l'information qu'on a donnée avec le radar, de viser avec la caméra qui va se déplacer, zoomer. Là, on est sur un drone qui fait une trentaine de centimètres à quasiment 1 kilomètre. Ah, c'est impressionnant. Voilà. Donc ça, c'est vraiment une capacité. Et donc on voit un petit carré rouge là autour de la cible qu'on voit à peine à l'œil nu. Ça, c'est l'intérêt de l'IA qu'on a déployé, qu'on a développé, qu'on a mis à l'intérieur du système pour être capable justement de détecter ces drones dans une image qui peut être avec ce qu'on appelle des environnements texturés. On voit des arbres, on voit des bâtiments. Ça, c'est une des forces de notre système en termes d'intégration. Et donc là, on a détecté le drone, on le suit. Et est-ce qu'il y a également la partie brouillage qui est intégrée? Alors, ça, c'est pas quelque chose qu'on va montrer directement ici. Mais en tout cas, quand on utilise le brouillage, on a la capacité de brouiller à la fois le GPS pour que le drone soit perdu, ne sache plus où il est, donc il va se poser, ou de brouiller la communication entre le drone et sa télécommande. Donc ça, c'est des choses qu'on peut faire directement depuis le C2, c'est une command and control. On peut contrôler vraiment tous les équipements du système avec ça. Est-ce qu'il existe d'autres systèmes d'interception? Alors oui, effectivement, en fonction des usages qu'on va avoir, que ce soit dans un contexte civil ou un peu plus militaire, on va avoir différents types d'interception. On a aussi des systèmes cinétiques, donc ça va être soit des balles réelles qu'on va piloter des tourelles, soit des grenades explosives qui vont aller exploser à côté du drone pour le détruire. On a même développé une solution de drone intercepteur. En fait, c'est un drone qui va être piloté et qui va aller attaquer le drone qui nous menace et qui va être capable de le suivre très près et de lui envoyer différents types d'actions dessus pour l'intercepter. Par ailleurs aussi, on a intégré récemment la solution d'un partenaire français qui s'appelle Silas, qui est une solution d'interception laser. Je pourrais t'en dire quelques mots de plus si ça t'intéresse, il est juste derrière toi. Eh bien, avec grand plaisir. Donc, comme je vous le disais, c'est la société française Silas qui est basée à Orléans. On a intégré complètement leur solution dans notre C2, dans notre système complet. Alors moi, je suis très triste quand j'ai découvert ce système-là parce que je pensais que le laser allait nous faire un petit bruit comme dans les films et qu'on allait voir un grand fil rouge. Voilà. Et en fait,
ça fait pas de bruit et malheureusement le rayon est invisible. Blague à part, c'est quand même de la très très haute technologie parce qu'il est capable d'envoyer une puissance de 2 kW et de faire un faisceau tellement fin qu'à 1 km, on va avoir l'équivalent de la taille d'une pièce de 2 euros. Avec un système comme celui-ci, on va lui donner l'instruction d'aller viser un drone à un endroit. Il va être capable avec ses différents équipements d'optronique, justement comme on a vu tout à l'heure, de le suivre très finement. Et si on déclenche l'action, on va envoyer un faisceau laser pendant environ 4-5 secondes qui va permettre de détruire un composant, une partie qui va faire qu'on va neutraliser complètement le drone. C'est passionnant. En tout cas, vraiment, merci beaucoup Julien de nous avoir partagé ton expertise sur la lutte anti-drone. Vraiment, c'était super intéressant. Avec plaisir. À bientôt, j'espère. Je vous propose maintenant de parler innovation au sein de la maintenance aéronautique et pour ce faire, j'ai Amélie à mes côtés. Bonjour Amélie. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter, nous parler de ton métier au sein de Soprasteria? Donc Amélie Jaillet, je suis directrice conseil chez Soprasteria. Plus particulièrement, je suis directrice conseil pour l'innovation pour le Vertical Aeroline. Quelles sont concrètement tes missions au quotidien? Je mène des missions de transformation digitale avec des consultants. Je les guide et je pilote les missions et je les aide à monter en compétence sur ces missions. Je vais vous parler de Damagefolio. C'est un outil qu'on met à disposition des opérateurs quand ils font des inspections pour des aéronefs qui reviennent de vol. Par exemple, là, on a le drone Soprasteria, mais ça peut être n'importe quel aéronef. Cette application vise à aider l'opérateur à déclarer les dommages. On va le voir sélectionner l'aéronef, donc ça va être le drone Soprasteria. Il va pouvoir avoir un twin digital de cet aéronef. Alors son outil, il est sur PC, il est sur tablette. Quand il est dans l'atelier, donc là, il le lance, il a le drone qui est ici, et puis il voit que la pale est endommagée, il va sélectionner la pale sur sa tablette, il va sélectionner un type de dommage, il va ajouter une image, il va documenter ce dommage. Finalement, en plus de ça, ça permet une traçabilité qui est quand même allégée, c'est-à-dire qu'on oublie le papier, on a un rapport en quelque sorte qui est électronique. Voilà, donc là, sur ça, en fait, juste avec la mise à disposition de ces tablettes et de cet outil-là, avec un twin, on gagne 6 fois plus de temps sur la collecte de ces informations. C'est remarquable. Et c'est super important pour la sécurité, pour vraiment suivre bien tout ce qui peut se passer dans la vie de l'avion. Et c'est aussi super utile pour le démantèlement de l'avion, c'est son passeport digital en fait, bien qu'on sûr. enrichit là. Donc effectivement, les inspecteurs, en fait, leur travail, c'était capter beaucoup d'informations, tracer de l'information. Donc là, la mise en place de cet outil a permis de gagner du temps. On a mis en place la possibilité d'avoir une saisie vocale. Ça, c'est vraiment à la demande des utilisateurs, en fait. La tablette ou l'écran mobilise la vision, mobilise le toucher. Alors que quand on est autour d'un drone, tiens, la pale elle est abîmée, je vais prendre la mesure et en fait avec l'habitude, les opérateurs préféraient avoir une commande vocale. Spix peut travailler aussi en environnement hyper bruyant, reconnaître les accents. Il y a vraiment une interaction, c'est du speech to text, c'est du text to speech, c'est-à-dire qu'il va nous dire, voilà, dans tel menu, tu peux sélectionner tels éléments. Si jamais l'opérateur a besoin d'être guidé, il va lui dire, ok, je veux sélectionner ce type d'inspection, et Spix va lui dire, ok, tu as sélectionné ce type d'inspection. Tu as rentré une mesure de 4 mm sur ce dommage. Ah, c'est génial. Voilà. Cette solution, elle est déployée aujourd'hui chez les clients? Alors ça, c'est déployé. Damagefolio, c'est déployé avec la tablette et tout, donc c'est pour ça qu'on a le retour sur le gain de temps. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi cette solution, elle s'inscrit dans une logique de souveraineté numérique? L'activité d'inspection, elle permet de la faire en déconnecté. On peut avoir des contraintes de pas de Wi-Fi, par exemple. Comme elle est déconnectée, les librairies sont embedded dans la tablette, dans le système. On a aussi la souveraineté numérique du fait que Spix est une entreprise française, que Damagefolio, c'est un outil Soprasteria. Et donc, il n'y a pas de dépendance extraterritoriale aussi sur la solution. Voilà, donc plusieurs axes de souveraineté, en fait, qui sont activés par cette solution. Donc finalement, un beau savoir-faire français. Exactement. Qu'est-ce qui te plaît le plus dans ton quotidien? Il y a vraiment une dynamique sur l'innovation. C'est juste incroyable. On vit des années qui sont fantastiques. On a un secteur qui est en France assez unique. L'aéronautique, c'est vraiment un secteur de pointe. On découvre beaucoup de choses tout le temps et on rencontre des gens passionnés. Et donc la rencontre un peu de la tech qui est cycle de vie très court, hyper dynamique. Et puis le monde de l'aéronautique qui est finalement cycle de vie très long, monde d'excellence, monde de sécurité aussi, du contrôle. Je trouve que c'est hyper intéressant et hyper gratifiant. Merci beaucoup Amélie en tout cas de nous avoir partagé ton quotidien et ton parcours. Merci. Je vous propose maintenant de parler d'intelligence artificielle générative, souveraine et sécurisée. Et pour ce faire, j'ai Stoyan à mes côtés. Bonjour Stoyan. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Oui, bien sûr. Je suis Stoyan Serin, je suis chef de projet actuellement chez Soprasteria. Vous développez une solution que l'on appelle IAK. En quoi ça consiste? Est-ce que tu peux nous l'expliquer, nous la vulgariser s'il te plaît? C'est une intelligence artificielle générative
générative qui va permettre, comme toutes les autres, de générer du texte, de l'image. On va permettre à cette intelligence artificielle d'être installée chez nos clients. Et nos clients sont plutôt très axés sur la sensibilité de leurs données. Donc nous, on essaie vraiment d'y répondre et de comprendre cette sécurisation de données. Alors il faut nous expliquer, c'est une IA générative mais souveraine. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? On travaille surtout pour des clients, des ministères qui recherchent de la souveraineté. Dans ce cadre-là, on essaie de comprendre au mieux comment une IA peut répondre à leurs besoins. Et s'il y a des besoins justement de sensibilisation, de sécurisation des données, c'est là où nous, on propose une installation de cette IA en mode on-premise. Ce qui veut dire que l'IA sera installée directement chez notre client. Et avec cette intelligence artificielle, comment vous garantissez la sécurité des données? On va pouvoir accompagner notre client s'il ne sait pas la granularité de la sécurisation de ces données. S'il est en maîtrise de cette sécurisation de données, nous on va venir juste répondre à ses exigences. On va limiter ou agrandir les possibilités d'IACA pour y correspondre. Nous on ne va pas posséder les données, par contre on va permettre à notre client de mieux les posséder et mieux les maîtriser. Aujourd'hui, elle en est où cette IA dans son déploiement? Aujourd'hui on est prêt, on maîtrise notre solution et elle est prête à être déployée. Tu travailles seul ou tu travailles en équipe? Je ne travaille pas tout seul, heureusement. Je travaille donc avec des business analysts qui sont là pour mieux comprendre le métier, être en proximité, discuter assez régulièrement avec les utilisateurs finaux. Et qu'est-ce qui te plaît le plus finalement dans ton métier, dans ton quotidien? Est-ce que c'est l'impact, le fait de travailler sur une technologie du futur? La chose que j'aime chez Soprasteria, c'est qu'on cherche à promouvoir au quotidien l'innovation. Ça demande une certaine curiosité, mais aussi ténacité. Et c'est ça qui drive aujourd'hui notre quotidien. Comment aider au mieux notre client avec des compétences qu'il faut aller chercher au quotidien. Merci beaucoup en tout cas Stoyan de nous avoir expliqué cette solution développée chez Soprasteria et nous avoir également partagé ton parcours. Merci. J'espère que cette vidéo YouTube vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la commenter et à la partager. Et en ce qui me concerne, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.